Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marc, votre journaliste tech. Aujourd'hui, je suis ravi de discuter avec notre analyste Sophie. Bonjour Marc, bonjour à tous. Sophie ici, prête à plonger dans les dernières innovations technologiques passionnantes. Commençons avec le premier sujet. Aujourd'hui, nous allons explorer le nouveau mini-PC IA d'Acer, le bras robotisé Godzilla pour ITER, et comment la Chine booste sa production de fibres de carbone. 128 gigaoctets de mémoire unifiée. C'est la promesse du nouveau mini-PC IA d'Acer, le Veriton RA110, qui pourrait bien faire de l'ombre au DGX Spark de NVIDIA. Ce mini-PC, annoncé hier, intègre un SoC Ryzen AI Max Plus 395 et peut gérer des modèles jusqu'à 200 milliards de paramètres dans un boîtier compact de 160 mm de côté. Acer s'attaque directement à NVIDIA sur le segment des postes IA personnels de haute performance. Impressionnant, non? Mais alors, comment Acer compte-t-il rivaliser avec les caractéristiques du DGX Spark, notamment avec sa base ARM et le superchip GB10? Le RA110 d'Acer semble néanmoins s'appuyer sur une architecture x86, ce qui pourrait être un avantage pour de nombreux développeurs. Mais la question du prix reste en suspens, surtout que NVIDIA a récemment augmenté le tarif de son DGX Spark. Eh bien, le Veriton RA110 mise sur sa mémoire unifiée LPDDR5X de 128 Go, partagée entre le CPU et l'IGPU, permettant de charger d'immenses modèles sans compromis. En termes de stockage, il propose jusqu'à 2 TB en SSD, et sa connectique est à la pointe avec du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Historiquement, Acer a su capitaliser sur la compatibilité Windows, là où NVIDIA reste sur Linux avec son DGX OS. Intéressant. Mais n'oublions pas que la bande passante mémoire du RA110 atteint seulement 256 GB par seconde, contre 273 GB par seconde pour le GB10 de NVIDIA. Cela pourrait être un frein pour certaines applications intensives. De plus, l'écosystème CUDA de NVIDIA est encore dominant. Acer devra démontrer une réelle valeur ajoutée pour convaincre les utilisateurs de switcher. Effectivement, Sophie. Mais il est crucial de noter que le prix final du Veriton RA110 pourrait être décisif. Si Acer parvient à proposer un tarif compétitif inférieur à 3 000 €, cela pourrait diviser par deux la facture par rapport au DGX Spark. Cette stratégie pourrait séduire les développeurs cherchant une solution puissante, mais abordable, pour faire tourner leur modèle localement. Oui, mais que se passe-t-il si le prix dépasse les attentes? Les utilisateurs pourraient hésiter, surtout avec l'absence de l'écosystème CUDA. Pour le viewer, cela signifie potentiellement un accès à des outils IA de pointe à domicile. Mais à quel coût? Acer devra aussi prouver la robustesse de son tableau de bord Acer Sense Pro pour bien gérer ses charges de travail. Dernière info à noter, le Veriton RA110 est prévu pour le troisième trimestre 2026. Acer n'a pas encore communiqué de prix, mais ses concurrents alignés sur le Strix Halo, comme le GMK Tech Evo X2, se vendent autour de 2 600 €. Cela pourrait poser un sérieux challenge au DGX Spark, surtout si Acer maintient la compatibilité x86 et Windows, un atout non négligeable. On retiendra que l'arrivée du Veriton RA110 illustre une expansion de l'offre en mini-PC IA, avec des promesses de performance à moindre coût. Toutefois, les utilisateurs devront évaluer les compromis en termes de bande passante et d'écosystème logiciel. Bon, ça illustre bien la dynamique actuelle dans le hardware IA. Marc, parlons maintenant de Godzilla, le robot géant d'ITER chargé de préparer la fusion nucléaire. ITER a révélé son dernier atout technologique, un robot géant surnommé Godzilla. Ce mastodonte est crucial pour l'assemblage de la chambre à plasma du tokamak à Cadarache. Avec 4 mètres de hauteur, un bras de 5 mètres et une capacité de levage de 2,5 tonnes, Godzilla est le robot industriel le plus puissant du marché. Son rôle? Préparer les outils nécessaires pour les opérations de fusion nucléaire. Sérieux? Un robot de cette taille pour préparer juste les outils? Quelle est l'importance réelle de cette préparation?
Je me demande vraiment si un mastodonte comme Godzilla est indispensable, surtout quand on sait que certains composants du réacteur dépassent les 4 tonnes. Pourquoi ne pas utiliser directement des robots capables de soulever ces poids? Tu touches à un point clé. Godzilla sert de laboratoire pour tester des technologies avant l'assemblage final. Avec près de 20 000 composants uniques à installer, l'expertise de ce robot est vitale. Il teste notamment un changeur d'outils permettant au robot d'alterner entre plus de 30 outils différents, crucial pour un environnement aussi complexe et encombré que celui du tokamak. J'entends bien. Mais en regardant d'autres industries, comme l'automobile, où les robots industriels opèrent déjà avec précision, ne pourrait-on pas simplement adapter ces technologies? L'automatisation et la robotique ont déjà fait leurs preuves ailleurs. Alors, pourquoi une telle spécificité ici? Ce qui se passe à ITER est unique. La fusion nucléaire nécessite une précision et une sensibilité hors normes. Les robots doivent littéralement sentir les pièces grâce à des systèmes de vision et des capteurs de force. C'est bien au-delà de ce qu'on trouve dans l'automobile. Par exemple, des prototypes similaires sont utilisés dans des projets internationaux. Mais l'échelle ici est sans précédent. Donc, en gros, la complexité de l'assemblage justifie ces innovations. Mais pour nous, spectateurs, quel impact cela peut-il avoir? Quand verrons-nous des bénéfices concrets de cette technologie dans notre quotidien? Ou est-ce un rêve lointain? En effet, le chemin vers l'énergie de fusion est long. ITER espère atteindre une montée en énergie magnétique d'ici 2036, suivie des premières opérations avec deutérium et tritium en 2039. Ces robots, comme Godzilla, sont cruciaux pour respecter ce calendrier ambitieux. Bien que cela semble lointain, la réussite de ce projet pourrait révolutionner notre consommation énergétique. On comprend alors que ce projet est à la fois un défi technologique et un espoir énergétique. La fusion nucléaire pourrait transformer notre manière de produire de l'énergie. Bon, ça illustre les avancées robotiques en fusion. Marc, parlons maintenant de la Chine muscle sa fibre de carbone pour explorer un autre aspect des innovations technologiques. La Chine a fait un bond technologique impressionnant dans l'industrie des matériaux composites. Le groupe public CNBM a récemment dévoilé la première production de masse de fibres de carbone T1200. Cette fibre, dépassant les 8 gigapascales de résistance à la traction, est 10 fois plus résistante que l'acier classique. Jusqu'à présent, de tels produits étaient principalement développés par le Japon et les États-Unis. C'est un changement de paradigme significatif dans le secteur des matériaux avancés. C'est fascinant. Mais qu'est-ce qui explique une telle avancée rapide de la Chine alors que le Japon a pris plus de 40 ans pour atteindre ce niveau technologique? La Chine n'a commencé qu'en 2008 avec la T300 et la voilà déjà sur la T1200. On dirait que leur stratégie d'investissement massif et de collaboration est très efficace. Effectivement, la Chine a appliqué une méthode efficace en engageant des investissements publics massifs, des recherches universitaires et des collaborations avec de grands groupes industriels. C'est le même modèle qu'ils ont utilisé pour booster les batteries et les semi-conducteurs. Les fibres de carbone, comme la T1200, sont prisées pour leur légèreté et résistance, idéales pour les avions de chasse, missiles et satellites. D'accord, mais comment la Chine se positionne-t-elle face aux leaders historiques comme Toray Industries au Japon? Ce marché est dominé par ces acteurs depuis longtemps. La Chine peut-elle vraiment rivaliser à court terme, surtout sur des applications sensibles comme l'aviation civile ou spatiale? La Chine a déjà des ambitions claires au-delà des acteurs traditionnels. Elle vise les drones, réservoirs d'hydrogène et robots humanoïdes. Par exemple, Wilight Technology, une société spatiale chinoise, exploite une fusée composée à 90% de composites en fibre de carbone. Cela représente un gain de poids de 30% comparé aux structures métalliques classiques. La Chine pousse les frontières de l'innovation. Et pour les consommateurs, quels pourraient être les impacts concrets de ces avancées? Cette fibre de carbone T1200 va-t-elle se retrouver dans des produits de consommation ou est-ce réservé à des applications industrielles très spécialisées? Cela pourrait-il aussi influencer le prix des produits finaux? Pour l'instant, la T1200 reste surtout destinée à des applications techniques exigeantes comme l'aviation ou l'industrie spatiale. Cependant, avec la production de masse,
il est probable que ces technologies deviennent plus accessibles dans le futur. On pourrait voir des voitures plus légères, des équipements sportifs ou même des structures architecturales innovantes. C'est un potentiel énorme en termes d'application et d'économie d'énergie. Donc, si on prend du recul sur ces trois sujets, on voit que la Chine ne se contente pas de suivre les leaders, mais cherche à les dépasser avec ses propres innovations. Cette stratégie pourrait redéfinir la hiérarchie mondiale dans plusieurs industries. Mais la question demeure. Cette vitesse de progression est-elle durable? Les prochains défis seront d'ordre réglementaire et environnemental. À suivre de près? La convergence de ces technologies pourrait-elle transformer nos industries et notre quotidien? Un avenir fascinant nous attend. Absolument, Sophie. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour plus d'actu tech. À très bientôt.